Un autre type de copolymère, c'est le copolymère statistique. Dans ce copolymère-là, on a deux monomères différents, A et B, qui vont être disposés aléatoirement le long de la chaîne lors de la polymérisation. Donc ici, vous voyez, c'est complètement aléatoire. Des fois, il y a plusieurs A qui se suivent, des fois plusieurs B, des fois un seul A, des fois un seul B. Comment on obtient ces copolymères en général? C'est souvent par polymérisation de deux alcènes qu'on met ensemble et on lance le processus de polymérisation. Par exemple, si je fais polymériser de l'acrylonitrile et du styrène, eh bien, l'acrylonitrile, quand il fait une liaison avec un autre alcène, il peut le faire soit avec un autre acrylonitrile, soit avec un styrène. Et comme c'est aléatoire, eh bien, on aura finalement une suite à la fin de CH2 sur lequel il y aura des fois des ramifications CN, des fois des ramifications phényl, mais de façon aléatoire. Enfin, dernier type de copolymère, le copolymère A bloc. Ça, c'est quand on a des grands blocs avec plusieurs fois le même monomère A, puis plusieurs fois le même monomère B, puis plusieurs fois monomère A, monomère B, etc. Des petites séquences homogènes de A ou de B. Donc ça, c'est obtenu en faisant d'abord des polymérisations très courtes avec chacun des deux alcènes. Par exemple, on fait une polymérisation très courte d'acrylonitrile et on va obtenir des chaînes d'acrylonitrile qui font qu'une dizaine d'unités d'acrylonitrile, une dizaine d'unités d'acrylonitrile. Après, pareil, on fait une petite polymérisation rapide avec du styrène pour faire des toutes petites chaînes de polystyrène. Et ensuite, on met ensemble ces petites chaînes de polyacrylonitrile et de polystyrène et on les fait polymériser sous forme de petites chaînes qui se regroupent et c'est comme ça qu'on obtient des copolymères à bloc. Alors, application. Ici, on donne le motif d'un copolymère. Donc, on imagine que là, il y a des parenthèses avec marqué un petit N. Et donc, ça veut dire que dans ce copolymère, il y a ce motif-là qui peut se reproduire N fois. D'après vous, si on vous donne un motif comme ça pour un polymère, quels sont les monomères qui ont été utilisés pour former la macromolécule? Nommer chacun des monomères. Et ensuite, préciser les caractéristiques de l'enchaînement. Est-ce que c'est un copolymère alterné, aléatoire, enfin statistique, ou à bloc? Voilà. Vous pouvez regarder un petit peu les exemples qu'on a donnés précédemment pour vous faire une idée. Et puis, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. Pour obtenir une macromolécule qui a ce motif-là, il faut partir d'acrylonitrile et de ce composé-là qui est donc une alpha-énone et qu'on pourrait nommer la but3N2-one. Donc on part d'acrylonitrile et de but3N2-one. Et puis on voit que ici, l'alternance ici n'est ni très organisée sous la forme de copolymère alterné, ni vraiment sous la forme de petites séquences homogènes comme dans un copolymère à bloc. Donc c'est très probablement un copolymère statistique qu'on a essayé de représenter ici, en indiquant qu'il y avait en moyenne 3 fois plus de fonctions Cn que de fonctions cétone. Sûrement que lorsqu'on a fait ce copolymère, eh bien on a mis 3 équivalents d'acrylonitrile pour un équivalent de buténone, et ce qui a permis d'obtenir globalement 3 fois plus de fonctions Cn que de fonctions cétone, mais réparties de façon aléatoire. L'intérêt de préparer des copolymères, c'est que souvent, ils ont des propriétés qui vont être intermédiaires entre les homopolymères associés. Donc si on a un polymère qui a une certaine propriété, un homopolymère qui a une certaine propriété, un autre qui a une propriété assez différente, eh bien, en faisant un copolymère avec les bonnes proportions, on arrivera souvent à trouver quelque chose d'intermédiaire. Petit 3, caractérisation d'un polymère. Ce que j'ai déjà dit et qu'il faut bien comprendre, c'est que les macromolécules qui constituent un polymère peuvent avoir des longueurs très différentes. Donc finalement, pour caractériser un polymère, il va falloir réussir à évaluer non pas la longueur d'une chaîne, mais la longueur moyenne des chaînes qui constituent ce grand mélange qui est un polymère. De plus, il ne suffit pas d'avoir la moyenne, mais il faut aussi avoir une idée de la dispersion autour de cette moyenne. Est-ce que finalement on a beaucoup de chaînes qui ont toutes environ la même taille avec des petites variations près, ou est-ce qu'on a un mélange avec des minuscules chaînes, d'autres très très longues, et donc une très très grande dispersité?
Pour ça, on va donner quelques définitions qui permettent de caractériser ces propriétés. On va avoir besoin d'un certain nombre d'outils, comme par exemple la fraction molaire. Donc, si on considère un polymère qui est constitué de plusieurs macromolécules et qu'on appelle K, le nombre de motifs dans une macromolécule, on peut dire que XK, la fraction molaire en macromolécules qui ont exactement K motifs, eh bien, ce sera égal à NK, le nombre de moles de macromolécules qui ont K motifs, sur la somme sur K de tous les NK, donc sur le nombre de moles total de macromolécules. Ça, c'est la fraction molaire. Si on veut la fraction massique, ce sera MK, la masse totale de macromolécules qui ont K motifs, sur la masse totale de toutes les macromolécules dans le polymère. On peut relier XK et WK par l'intermédiaire de la masse molaire, grand MK, de chacune des macromolécules. Alors, ces deux outils très simples vont nous servir à définir plusieurs caractéristiques des polymères, comme par exemple le degré de polymérisation moyen, qu'on note dP en majuscule, avec une barre au-dessus pour moyen, et petit n. N signifie ici qu'on fait la moyenne pondérée par les fractions molaires. Le degré de polymérisation moyen est défini par la formule dPn égale la somme sur K des xk fois K, où K, je le rappelle, est le nombre de motifs qu'il y a dans une macromolécule. Autrement dit, ça nous donne une moyenne pondérée du nombre de motifs qu'il y a dans les macromolécules du polymère, et donc pondérée par leur fraction molaire à chacune de ces macromolécules. Si on doit visualiser ce nombre moyen de motifs, on peut imaginer qu'un polymère, c'est comme un mélange de plein de grandes chaînes métalliques. Toutes ces chaînes se ressemblent parce qu'elles ont les mêmes maillons, mais elles ont toutes des tailles différentes parce qu'il n'y a pas forcément autant de maillons dans chacune des chaînes. Certaines sont très longues, d'autres sont plus courtes. Et nous, ce qu'on veut, c'est savoir, en moyenne, quelle est la taille des chaînes dans ce polymère. Et évidemment, il faut pondérer par leur fraction molaire, parce que s'il y a énormément de chaînes très très longues, et puis seulement quelques chaînes courtes, eh bien, il va falloir en tenir compte pour faire une pondération lors du calcul de la moyenne. On peut également, pour un polymère, calculer sa masse molaire moyenne. Par exemple, la masse molaire moyenne en nombre, qui est notée Mn avec une barre au-dessus, pour indiquer la barre signifie la moyenne, eh bien c'est la somme des xk mk, avec grand mk qui est la masse molaire d'une macromolécule qui aurait K motif, et puis xk toujours sa fraction molaire. Donc là encore, c'est une façon d'avoir une moyenne pondérée et d'avoir une idée, en gros, de la moyenne des masses molaires dans le mélange du polymère. On peut faire la moyenne d'une autre façon en faisant la masse molaire moyenne en masse, qu'on note MW avec une barre au-dessus du M, et celle-là, elle est définie par la somme sur K des WK grand MK. On voit ici qu'on a aussi une valeur moyenne, finalement, de la masse molaire du polymère, mais au lieu d'être pondérée par les fractions molaires, elle est pondérée par les fractions massiques. C'est une autre façon de faire la moyenne. On voit finalement qu'il y a deux définitions différentes pour la masse molaire moyenne d'un polymère, soit Mn, soit Mw. On peut se poser la question, quelle est finalement la définition la plus utile ? Eh bien en fait, ce qui est le plus utile, c'est de connaître les deux pour un polymère. En effet, si on arrive à la fois à connaître Mn et Mw, on va pouvoir savoir quelle est la masse molaire moyenne en nombre dans le polymère, et grâce à Mw, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle la polydispersité du polymère, c'est-à-dire savoir si autour de cette moyenne Mn, on a une répartition plutôt évasée ou plutôt fine de la distribution des masses molaires des différentes macromolécules. En gros, savoir est-ce qu'il y a beaucoup de molécules qui ont à peu près la valeur de la masse molaire moyenne, ou est-ce que, au contraire, il y en a qui ont une valeur de masse molaire extrêmement grande, d'autres qui ont des valeurs de masse molaire extrêmement petites. Alors, pour bien voir pourquoi Mn et Mw sont différents, et pour comprendre comment on obtient l'indice de polydispersité qui traduit l'évasement de la distribution à partir de Mn et Mw, je vais utiliser ici un exemple. L'exemple que l'on va utiliser pour manipuler Mn, Mw et comprendre cette notion de dispersité est celui-ci. On considère deux échantillons de polymères. Ce sont des polymères qui sont tous les deux constitués de la même macromolécule, mais avec une répartition différente des masses molaires des macromolécules au sein de chacun des échantillons. L'échantillon 1 est représenté par la courbe bleu foncé,
sur ce graphique qui montre ici les masses molaires des macromolécules, et pour chacune de ces masses molaires de macromolécules, sa fraction molaire. Donc on voit que dans l'échantillon 1, il y a 5% des masses molaires de macromolécules qui ont la masse molaire de 1500 grammes par mol, donc 5% à 1500 grammes par mol, 10% à 2000 grammes par mol, 15% à 2500 grammes par mol, 20% à 3000 grammes par mol, etc. Et donc ça nous donne la courbe bleue qui nous donne la distribution des masses molaires des macromolécules au sein du polymère de l'échantillon 1. L'échantillon 2, lui, il n'a pas la même répartition, c'est-à-dire que les fractions molaires sont différentes, et il donne la courbe rose. Alors j'ai fait exprès de prendre des courbes assez simples à comprendre, c'est-à-dire des courbes qui sont symétriques par rapport à un point central, qui ont toutes les deux le même point central, mais par contre, l'une de ces deux courbes, la courbe bleu foncé, est plus évasée, et l'autre courbe, la courbe rose, est plus fine. Afin qu'on puisse voir comment, quand on calcule Mn et Mw pour ces deux courbes, on obtient des choses qui sont finalement intéressantes et qui vont nous permettre de caractériser la polydispersité dans ces deux échantillons de polymères. Pour vous entraîner à manipuler les formules, en particulier la formule de Mn qu'on a vue, eh bien, utilisez-la, c'est-à-dire prenez les valeurs du tableau et calculez Mn pour chacun des deux échantillons. Mettez pause sur la vidéo pour le faire. Je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. Normalement, pour chacun des échantillons, vous pouvez calculer Mn en faisant la somme des xk, mk. Donc en gros, vous prenez dans le tableau à chaque fois la valeur de x et la valeur de m correspondante. Et on obtient pour les deux courbes 3250 grammes par mol de masse molaire moyenne en nombre. Alors c'est logique qu'on obtienne la même chose pour les deux courbes, puisque ça correspond au centre de ces deux courbes. Ça vient du fait qu'elles sont symétriques. Et comme elles ont le même centre, eh bien, à chaque fois, 3250, c'est bien la masse molaire moyenne en nombre. Un point important à comprendre par la suite, c'est la différence lors du calcul numérique de MW par rapport au calcul de Mn. En effet, quand on calcule MW, on utilise une formule très similaire, mais au lieu des xk, on met des wk. Or, si on prend l'exemple précédent, par exemple, la fraction massique W5000, elle sera plus grande que la fraction massique W1500, même si, dans l'exemple précédent, x5000 et x1500 étaient égales. Pourquoi? Puisque, même si elles sont en quantité égale, les chaînes lourdes pèsent plus lourd que les chaînes légères, et donc elles vont avoir une fraction massique plus importante que la fraction massique des chaînes légères, donc W1500. Ça va faire que, lorsqu'on fera la moyenne pondérée, on fera une moyenne pondérée qui surestime l'importance des chaînes lourdes par rapport aux chaînes légères, et donc nécessairement, la valeur de MW sera forcément plus grande que la valeur de Mn. Et ça, on peut le vérifier en faisant le calcul. Ici, je vous ai pas demandé de le faire, mais à partir des données de l'énoncé, vous pouvez vous entraîner, si vous voulez, à calculer les valeurs de MW pour l'échantillon 1 et pour l'échantillon 2. On obtient MW pour l'échantillon 1 qui est de 3500 grammes par mol, et pour l'échantillon 2, MW est de 3360 grammes par mol. On voit bien que les masses molaires moyennes qu'on obtient sont plus grandes que les masses molaires moyennes en nombre, qui étaient que de 3250 grammes par mol. De plus, on observe que, même si les deux courbes avaient la même masse molaire moyenne en nombre, elles n'ont pas la même masse molaire moyenne en masse. On voit que la différence entre MW et Mn est plus importante pour la courbe 1 que pour la courbe 2. Et comme la courbe 1 est la courbe la plus évasée des deux, ça montre que la différence entre MW et Mn est plus importante quand la courbe de distribution des masses molaires est plus évasée. Ce qui est assez logique finalement, puisque si la courbe est plus évasée, ça veut dire qu'on va davantage surestimer les masses molaires les masses molaires les plus importantes, et donc on va faire une erreur plus grande entre guillemets lorsqu'on va calculer MW par rapport à Mn. Ça c'est un point à bien retenir. La différence entre MW et Mn est d'autant plus importante que la courbe de distribution est évasée. Et c'est ça qui va nous amener à définir ensuite l'indice de polymolécularité ou de polydispersité.